Bienvenue au studio de l'association Tego. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Michaud. Il était tireur d'élite au sein des chasseurs alpins et a perdu une jambe lors d'une mission en Afghanistan. Il a logiquement choisi le tir sportif pour se reconstruire et a décroché la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il vient nous raconter cette expérience extraordinaire. Merci Jean-Louis d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Jean-Louis. Donc j'ai 41 ans, je suis marié, père de 3 enfants et je pratique le paratir sportif. Alors avant, tu étais tireur d'élite dans l'armée de terre. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait ton métier? Alors mon métier de tireur d'élite consistait à m'infiltrer en fait souvent de nuit pour pouvoir acquérir une position en fait, tout en étant camouflé, pour avoir des vues sur d'éventuels ennemis ou un poste de transmission. En tout cas, pour être en position en étant camouflé, pour pouvoir observer, renseigner sur une zone et éventuellement détruire le matériel ou le personnel. Effectuer des tirs plutôt, ça sera mieux. C'est un métier riche en adrénaline, un peu comme dans les jeux vidéo ou Ouais, non, un petit peu. Non, c'est pas trop comme dans les jeux vidéo quand même. C'est quand même la réalité, donc il y a quand même beaucoup de dépassement de soi, hein. Donc on porte des sacs qui sont très lourds. Selon la durée de la mission, en fait, on pouvait porter des charges de 30 à 50 kg sur le dos. Et puis après les tirs, c'était une ou deux cartouches hein, quand on est en position, si jamais on doit tirer. Après, on doit se désengager parce que sinon on est repéré par l'ennemi. Donc c'était pas trop comme les jeux vidéo, non. Et donc c'est lors d'une de ces infiltrations nocturnes que tu as eu un accident en Afghanistan. Oui, tout à fait. Ouais. En quelle année J'ai été blessé le 11 avril 2011, donc sur les hauteurs d'Al-Assaï, donc sur une mission. Donc on a été héliporté au niveau d'un col dans cette vallée. Et on s'est infiltré jusqu'à la ligne de crête de nuit, et la ligne de crête était minée. Donc tu as sauté. Donc du coup, ouais, je n'ai pas marché au bon endroit. Du coup, oui, j'ai sauté sur une mine antipersonnelle. En fait, je le sentais un petit peu. En gros, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je sentais que c'était une odeur un peu bizarre. Je sais pas, il y avait un espèce de sentiment. Donc c'était une grosse mission. Il y a eu plusieurs rotations d'hélicoptères. On était beaucoup à monter sur le point haut parce que c'était une mission où on devait rester, je crois que c'était 72 heures sur position, sur la ligne de crête. Donc on avait besoin des tireurs d'élite, nous, des éléments observateurs d'artillerie, d'une équipe du 2e régiment de hussards qui font du renseignement et une équipe transmetteur qui montait une antenne relais en fait, sur le point haut pour faire la liaison entre les troupes au sol qui étaient en bas et la FOB donc, qui est notre camp de base. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Alors, un pressentiment. Ouais, un pressentiment. Dans toutes les préparations, on avait des suspicions que le terrain était miné. Forcément, on fait attention, hein. On marche de nuit, là c'est pleine lune, la veille il a plu, donc le terrain est nivelé, voilà, donc il n'y a aucune trace, donc on y va, et puis je pars, donc nous les TE on s'infiltre, on arrive en haut, on met l'équipe en stand-by, le groupe en stand-by, parce que les transmetteurs et puis les autres n'étaient pas encore arrivés, donc ils se mettent en stand-by, ils attendent, donc là c'est dans la nuit, hein. Et je pars avec mon chef de groupe. Et on va reconnaître des positions pour le lendemain. Donc hop, on va voir la ligne de crête, on va voir les vues qu'on a sur la vallée d'Al-Assaï, qui est juste en dessous, en fait, pour voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre les pièces. Les pièces, les pièces PGM, c'est l'arme avec laquelle on tire. Donc on a 2 pièces, 2 équipes. Donc je vais voir avec mon chef de groupe là où on va se placer. Et puis à un moment donné, il y a un rocher avec des petites pierres qui sont faites par l'homme, là. Quelque chose qui a été fait par l'homme, ouais, disposé. Mais comme il avait plu, ça faisait une petite cuvette un peu humide. Il me dit, tiens, ce serait bien qu'on se mette là pour passer quelques heures. Voilà, on va voir les positions, on repère les positions pour le lendemain matin, on met une pièce en place, etc. Et puis après, on peut mettre une équipe là pour se reposer, quoi. Puis après, on tourne. Ouais, je dis, c'est pas top, c'est humide et tout ça, donc je contourne ce petit rocher avec ces petites pierres. Donc on fait la ligne de crête, on regarde. Oh bah tiens, une équipe là, puis en revenant, il me dit tiens, ce serait bien que... Bon attends, je vais voir si c'est trop humide. Et quand j'y vais, boum, il y avait une mine dedans. Oui. Donc là, je tombe sur le côté. Et tu prends tout de suite conscience que tu as perdu ta jambe droite? Ouais, tout de suite. Bah, la première chose que je dis, d'ailleurs, ça va être un peu idiot, mais tout de suite, je me dis, tiens, les enfoirés, je pourrais plus jamais jouer au foot de ma vie. Je le savais, quoi. Donc, voilà, mon chef de groupe, il prend le garrot, il me place le garrot. Donc, à savoir que je suis ouvert aussi. Donc, j'ai perdu
la jambe droite. Donc là, je suis amputé tibial de la jambe droite. Donc là, il y avait juste la cheville qui était arrachée, hein, c'était des petites mines. Et tout le côté gauche, là, donc j'avais la jambe gauche ouverte avec pas mal d'éclats, etc. Donc j'étais le plus ancien des tireurs d'élite. Donc ça, c'est 10 ans. J'étais moniteur premier secours, brancard des secouristes, secours au combat de niveau 1, niveau 2. Donc en gros, j'étais le secouriste du groupe. Oui. Donc je les avais formés au SC1, au secours au combat de niveau 1. Donc ils savaient faire tous les premiers gestes, hein, bien sûr, mais c'était moi le secouriste. Et pour me rappeler un peu de toutes les missions qu'on a effectuées juste avant, parce qu'on a fait énormément de missions, à chaque fois que j'arrivais sur une position, je me disais, bah tiens là, hop, s'il y a un blessé ou quoi que ce soit, hop, on va pouvoir, pour une EVASAN, une évacuation sanitaire, comment ça allait se dérouler, etc. etc. Donc là, il me pose le garrot, je dicte un petit peu les soins, etc. Ce qui, voilà, tout le temps. T'arrives malgré tout à conseiller. Je suis conscient, etc. De tout ce qui se passe, quoi. Et comme on était sur un terrain miné, forcément, bah, ils allaient pas venir en courant, comme les autres, qui ont entendu l'explosion et qui savaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc là, ils viennent avec le brancard souple qu'on avait, ils viennent à tâtons, hein, comme on dit, hein, donc ils sécurisent le périmètre parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, je m'aperçois en fait que le garrot, il est vrillé, donc il y a une vrille en fait. Du coup, là, je desserre le garrot et je me resserre le garrot. Quand c'est dans ma tête, je me dis c'est impossible que je meure là-haut. Voilà, donc là, je resserre à fond le garrot tourniquet, je le serre à fond. Et voilà, donc ils viennent me chercher, ils me redescendent, et puis après s'ensuit une prise en charge d'un ami à moi, donc je dicte toujours les soins, prenez le pouls, les constantes, comme on dit, hein, prenez les constantes. Voilà, ils me découpent le pantalon parce que j'étais pas mal ouvert de l'autre côté. Comment tu as réussi à garder cette lucidité? Ah, je sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir en fait. C'est sur le moment, c'est comme ça. Après, il y a la formation militaire, il y a tout ce qu'on a. J'avais fait quand même pas mal de missions avant. Hein. C'était pas aussi chaud que l'Afghanistan, hein, faut être honnête. Hein, à part la Côte d'Ivoire où il y a eu deux, trois événements, mais c'était pas comme l'Afghanistan où c'est pour nous, en tout cas, même si on n'était pas déclaré en guerre, pour nous c'était la guerre, quoi. Voilà. Donc en fait, je sais pas comment ni pourquoi. Voilà, j'ai réagi comme ça. Je pense qu'il y a un peu de la personne, et puis après il y a la formation qu'on a eu en fait aussi qui nous aide beaucoup. Là-dessus. Donc ils m'ont redescendu un peu à la zone où on avait mis les mecs au début. Ils avaient fait le message EVASAN et puis donc on coupe le pantalon là. Je leur demande de mettre un deuxième garrot. Après là, c'est rigolo parce que je viens de manger avec un ami à moi, ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vu, qui était là quand j'ai été blessé. Et il m'a dit que là, j'ai une grosse plaie ici, là, où il y a la fémorale qui passe, plus 2 autres plaies. Et en fait, on a des pansements compressifs. Et en fait, il m'a dit, t'as pas voulu que je te le mette. Il m'a dit, c'est toi il m'a dit, tu voulais le mettre toi-même. Donc en gros, et j'ai mis, et je me rappelais même plus en fait. Et après, je me suis passé le bandage, voilà, moi-même. Donc voilà. Donc, ça a duré à peu près 1 heure. Je crois que sur les comptes rendus que j'ai pu lire de l'évacuation sanitaire, ça a mis 1 heure. Entre le moment où je saute sur la mine et le moment où j'arrive dans l'hélico. Et ils me montent dans l'hélico. Et là, une fois que je suis dans l'hélico, ils me perfusent, parce que je n'étais pas perfusé. Ils me mettent de la kétamine, forcément. Et là, je sens la chaleur qui m'envahit, parce qu'il faisait froid quand même. Au bout d'un moment, tu commences à avoir froid, même si ils me mettent la couverture sur le visage, j'avais un peu froid quand même. Et là, je sens la chaleur qui m'envahit, et là, je me dis, oh, je suis sauvé. Et ce que m'a dit après mon chef de groupe, qui est mon ami aussi, il m'a dit, en fait, quand on arrive à Kaboul, tu étais réveillé. Donc, en fait, le trajet de la vallée de la Kapisa à Kaboul, j'étais réveillé, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, ouais, pour moi, une fois que j'étais dans l'hélico, pour moi, j'étais sauvé. Ça y est, j'avais fait le taf. J'avais un peu conduit les secours, entre guillemets, lorsqu'ils savaient très bien faire, mais c'était plus fort que moi que de dire, allez, prenez les constantes, vérifie si ça saigne pas, s'il n'y a pas l'hémorragie, le garrot, est-ce qu'il est bien serré, est-ce que ça saigne pas, et nanani, et nanana. Voilà. Et voilà, jusqu'à temps que l'hélico soit arrivé. Une fois que l'hélico est arrivé, là, hop, la kéta, la chaleur, j'arrive à l'aéroport. Et puis en fait, pour moi, je m'endors. Et je me réveille le lendemain, matin, à Percy, intubé, en réa. Et là, j'arrache le tube d'intubation. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, pas qu'est-ce que je fais là, parce que je le sais. Mais en fait, je me réveille direct, ouais, le lendemain, quoi. Je n'ai pas fait de coma, etc. Donc s'ensuit une longue période de rééducation, j'imagine. Comment tu abordes cette nouvelle vie? Au début, c'est euphorique, hein, parce qu'on est sous médicaments. Donc là, je me réveille en réa, j'arrache le tube d'intubation. J'arrive pas à parler parce que forcément, je me suis arraché le tube d'intubation. Mais il y a ma femme qui est déjà présente, il y a des amis qui sont déjà présents, qui étaient là.
on sait qu'on a perdu une jambe, mais on sait qu'on est vivant, qu'on est sauvé aussi. Donc à la fois, on est quand même content d'être à l'hôpital, quoi. Après, quand on monte en rééducation, donc il y a eu plusieurs opérations derrière, donc plusieurs fois où je suis repassé au bloc. Donc là, pour nettoyer, en fait, parce qu'on rentre avec un germe, chaque blessé rentre avec un germe qui est un peu particulier, qu'on ne sait pas comment vraiment le soigner, donc on met plusieurs antibiotiques, en fait, pour le soigner. Et du coup, c'est un peu difficile à vivre, et surtout que plus le temps avance, plus on diminue un petit peu tout ce qui est morphine et tout ça, parce que sinon il y a trop d'accoutumance en fait aux médicaments comme ça, aux opiacés. Hein. Donc en fait, après on se rend compte qu'on a perdu la jambe. Quand on a toutes les photos dans la chambre des enfants, etc. Pendant une semaine, j'ai chialé quoi en fait, comme une madeleine. Ma femme était à côté. Mais ma femme a toujours été forte, par contre, elle n'a jamais pleuré. Ah oui. Ouais. Pour la blessure, elle n'a jamais pleuré. Elle a toujours été forte, comme s'il fallait qu'elle endosse un peu ça. Qu'elle soit le roc pour te de permettre à toi guerrière, de lâcher. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase, on appelle ça la phase d'acceptation dans l'amputation, l'acceptation d'avoir perdu un membre. Comme je dis toujours, j'accepterai jamais en fait. C'est peut-être un tort de me dire ça, mais je me dis, j'accepterai jamais d'avoir perdu le membre puisqu'il est perdu et que je l'avais avant et je l'ai perdu. J'apprends à vivre avec, j'ai appris à vivre avec et je continue à apprendre à vivre avec ce membre perdu. Ouais. Pourtant, ça t'a donné accès à une nouvelle vie totalement différente, même si tu as gardé le tir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de garder le tir comme discipline sportive? D'abord j'ai commencé par le foot et ça c'est marrant parce que la première phrase qui m'était passée par la tête quand j'ai sauté sur la mine, c'est que je pourrais plus jamais jouer au foot. Tu as pensé directement? J'ai pensé à ça et puis un copain qui m'avait, dès mon arrivée à l'hôpital, un blessé du 13e bataillon de chasseurs alpins qui m'avait donné un petit flyer de l'équipe française de football amputé. J'ai dit non mais ça c'est pas du foot, on joue pas en foot sur une jambe en béquille. J'avais pas encore accepté le fait. Hein. Et en fait 2 ans après je me suis fait réopérer. Parce que j'ai eu un problème, donc j'étais appareillé, donc j'avais une prothèse, je suis rentré à la maison, j'ai fait une formation de tireur d'élite et là j'ai été blessé. Je me suis fait mal en fait, et puis j'ai dû être réopéré. Donc j'avais un moignon qui était déjà pas très bien cicatrisé, c'est un peu pour ça. Donc là ils ont recoupé 3 cm, 2 ou 3 cm, ils ont refait un matelassage sur la partie distale du moignon, ce qui a fait que j'ai pu être, appareillé correctement. Je suis retombé sur ce flyer. C'est ce petit flyer là qui était marqué équipe française de football amputé qui était dans mes appareils de prothèse et là au moment où je suis cicatrisé et que je vais remettre une prothèse je tombe dessus et j'avais joué en fait avec mes enfants en béquille puisque c'est des footeux les 2 garçons et je jouais en béquille quand j'étais à la maison avec eux sur une jambe donc du coup j'ai dit allez, pourquoi pas et puis je les ai appelés et j'ai retrouvé en fait le foot et la passion et l'amour du foot et c'était énorme parce que j'ai vécu 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Europe avec cette équipe là. Et c'était comme avant, c'était même mieux, pas mieux qu'avant. En tout cas, j'aurais pas pu faire ça si j'avais été valide. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pareil que le foot normal. Donc en fait, ma phrase, elle était pas valable. Pourquoi le tir? En fait, le tir, c'est ma 2e passion. Donc en fait, en même temps que le foot amputé, j'avais vu un des tireurs, qui est mon coéquipier Cédric Febvre, qui avait gagné les Jeux de Londres en 2012. Donc j'ai vu sur un reportage en 2013. Je fais le foot 2014, puis en fait, ça me trotte dans la tête, ça me trotte. Puis, je sais pas, 2016, je crois, je dirais, en même temps que je faisais le foot, hein, je me dis, tiens, pourquoi pas essayer le tir en même temps. Chercher une 2e discipline, de toute manière, et puis une discipline pour qu'il soit olympique ou paralympique. Parce que tu avais déjà cette visée ouais, j'avais cette ambition, en fait, de me reconstruire par le sport. C'est dans la doctrine des armées, et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes blessées se reconstruisent par le sport, que ce soit psychique ou psychologique ou physique. Ouais, il y a beaucoup de reconstruction et dans les armées c'est d'une grande aide. Donc du coup en fait j'ai continué sur ce chemin-là parce que quand j'ai repris le travail, j'ai passé un diplôme dans le sport avec ma prothèse. Donc j'étais un des premiers à passer cette formation-là. Donc c'est l'EN Monitorat, EPMS, éducation physique, militaire et sportive. Et je l'ai passé avec les valides, avec ma prothèse. Donc on a fait un SAIC, on a fait un rétex en fait de tout ça, avec les chronos que j'avais fait avec la prothèse. Et l'année d'après, ou 2 ans après, il y a un maître chien qui avait perdu sa jambe avec moi en Afghan, aussi, là, Hadji il s'appelle, et qui a passé la formation. Et je crois qu'il travaille encore dans le régiment de maître chien au bureau des sports. Donc le sport a une grande place dans la reconstruction et voilà. Et donc chercher une discipline, chercher une discipline, non, c'est pas ça, c'est que quand je l'ai vu en fait direct, ça m'est sauté aux yeux, j'ai dit c'est sûr, c'est le tir quoi. C'est le tireur d'élite, t'aimes ça, donc voilà. Donc j'avais déjà essayé le tir sportif à 300 mètres pendant que je faisais le foot. Puis après j'ai vu Cédric, donc j'ai regardé le règlement sur internet.
du paratir. Donc je suis allé sur le site de la Fédé, j'ai regardé les règlements, et puis j'ai demandé à l'entrée de montagne, qui est une association des troupes de montagne, une association militaire. Ils m'ont financé la carabine, ils m'ont financé tout le matériel. Et tu t'es lancé. Je me suis lancé, j'ai fait les départementaux, je me suis inscrit au club de tir, j'ai fait des départementaux, régionaux, je me suis qualifié aux France. Parce que tu réussis très vite dans cette Ouais, je discipline. réussis très vite. 2000, je crois que je commence 2017, ou 2016 ou 2017, je sais plus. Je crois que c'est 2016, les premiers championnats de France. Je me loupe, ma femme elle vient, je me loupe. Avec les enfants, la honte. J'avais honte, mais bon. Je me loupe. En fait, souvent les championnats de France, c'est dans des Alpes Expo ou des hangars. Et il y avait une lumière qui me gênait. Et puis bon, moi je savais pas, j'allais pas dire ah, la lumière elle me gêne. Je connaissais personne, donc. Enfin, je dirais, je voyais pas très bien, donc ouais, c'était pas top. Donc je me suis loupé. L'année d'après, je refais donc le foot, je refais le foot et en même temps le tir. Et donc là, je fais une deuxième donc départementaux, régionaux et les France. Je vais aux France, je me qualifie en finale. Je fais un hors-temps sur un des plans en finale, mais là, je suis repéré en fait. Et voilà, ça commence comme ça, l'épopée du tir. Donc je suis repéré. Et puis sur un stage. Je crois que c'est sur un stage en 2018, vraiment, où j'ai mon coach Eric qui vient d'arriver de la Fédération Française de Tir, parce que le tir était à la Fédération Française Handisport. En 2018, il est passé à la Fédération Française de Tir. Du coup, Eric, il est entraîneur, on fait un stage dans le Nord, et il me voit tirer, et du coup, il me prend à part, et il me dit écoute, si tu veux t'engager dans cette voie-là, il y a quelque chose à faire. Il me dit, si tu veux te lancer dans ce projet du tir et d'aller jusqu'au jeu, il y a quelque chose à faire. Et ça t'a motivé? Et ça m'a motivé, voilà. Ça m'a motivé, j'ai continué. Du coup, le foot est passé un petit peu en dessous, le tir est passé un petit peu au-dessus. Voilà. Bien au-dessus, puisque tu viens de participer aux Jeux paralympiques de Paris. Oui, et je viens de participer aux Jeux paralympiques de Paris. Tu as d'ailleurs apporté une médaille de bronze. J'ai d'ailleurs apporté une super belle médaille de bronze au coucher 50 mètres, oui. Oui, parce que alors c'est hyper compliqué, la discipline du tir. Il faut être hyper fort en maths pour tout comprendre. Non. Est-ce que tu peux nous résumer vite fait? C'est très simple. Il y a deux types d'handicap, les SH1 et les SH2. Donc le SH1, c'est celui qui peut porter sa carabine. Le SH2, c'est celui qui ne peut pas porter sa carabine. C'est adapté à tous les types d'handicap. C'est-à-dire que le tétraplégique, il peut tirer avec un accompagnateur. Donc la carabine, elle est posée sur une potence pour les SH2. Et il peut avoir un loader, donc un chargeur, qui est aussi son assistant de vie, qui peut être aussi son assistant de vie, et qui lui charge en fait les plombs ou les balles, selon la distance, parce qu'il y a deux distances, 10 mètres et 50 mètres, pour la carabine. Oui. Donc c'est pas très compliqué. Non, mais après c'est plus le calcul des points, en fonction des tirs, où là on... Ouais, le calcul des points, mais après moi je tire 4 disciplines, donc 2 à 10 mètres, 2 à 50 mètres, et c'est au 10e, donc on tire 60 plombs ou 60 balles, pour les tirs couchés, les tirs debout. Et après, il y a le 3-40, mais là, je vais vous perdre, c'est sûr. Ah oui, là, ça y est, c'est perdu, là, c'est sûr. Non, là, c'est compliqué, non, mais après, c'est très simple, mais il faudrait un petit peu plus de temps pour expliquer en détail les disciplines, chaque discipline. Mais sinon, pour les types d'handicap, c'est beaucoup plus simple que d'autres disciplines comme le vélo, comme l'athlétisme. L'athlétisme, on dit, mais pourquoi lui, il a une jambe amputée fémorale, mais il court avec un mec à 2 jambes. Mais dans quelle catégorie le T, machin. Donc je trouve que c'est un peu... plus clair pour le paratir. SH1 et SH2, on peut porter l'arme ou on ne peut pas porter l'arme, tout simplement. Hein. Quelle expérience tu tires des Jeux paralympiques? Tu as ramené une médaille de bronze, il y a eu des séries sur lesquelles tu n'as pas eu de médaille. Ouais, est-ce que c'est un mélange de satisfaction et d'amertume? Il y a eu de la désillusion sur le premier match au R1 où je finis hors temps dans mon match de qualif, où je me qualifie pas en finale. Il y a eu de la frustration sur le deuxième match, le 3 positions 50 mètres où je bats mon record de France. Je finis 7e parce que je fais une petite erreur en finale. Une petite erreur, je fais un 4. Donc c'est une petite grosse erreur, on va dire. Ça me fait perdre beaucoup de points, sinon j'étais sur la médaille. Et là, il fallait se remobiliser sur le dernier match où j'arrive à me qualifier à battre mon record, encore. Et là, je vais chercher cette médaille de bronze. Donc beaucoup d'émotions. Donc désillusion, premier match, frustration et les émotions parce que j'ai ma famille et mes amis qui étaient là toute la semaine. Donc, et les enfants, on a pu vivre ça tous ensemble. Plus le public de Châteauroux qui était tout simplement énorme. Après le Club France à Paris, la tournée des médias, monter sur l'estrade avec tout ce public incroyable et cette ferveur et ce peuple
On va dire ça comme ça parce que c'est vrai qu'on critique tout le temps, on est un peu péjoratif. Et même vrai. moi, je disais, les Jeux paralympiques, les JO, ils ont envoyé du lourd. Hein. Je regardais les Jeux, je me dis, ah, c'est top, là, les supporters et tout ça. Il y a le public, il y a du monde, il y a de l'engouement. Je me suis dit, si les Jeux paralympiques, il n'y a personne, ça va faire un peu tâche. Et ben non, les stades étaient pleins et tout le monde a apprécié, tout le monde a appris à connaître le monde du paratir. Et puis c'était juste énorme. Voilà. Elle est rangée où ta médaille chez toi aujourd'hui? Pour l'instant, tu l'as exposée, tu la regardes souvent? Pour l'instant, elle est sur la table du salon parce que j'ai encore rien rangé, même les affaires. Et quand tu passes, tu la vois, tu te dis quoi? Je me dis que j'ai envie de vite être à Los Angeles pour avoir une autre couleur. Donc on te retrouve en 2028 à Los Angeles. Exactement. Eh ben, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.